Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, mon nom est Sylvain Latour, directeur des communications de la Ville de Contrecoeur. Et on vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information publique sur le projet de caserne incendie. On vous indique cependant que la séance sera présentée en différé sur la chaîne YouTube de la Ville et non pas en direct en raison d'un problème technique, mais elle sera quand même présentée ultérieurement, très prochainement, sur la chaîne YouTube en différé. Je veux présenter ce soir, avant de présenter le projet de caserne incendie, je vais vous présenter les élus qui sont avec nous. Donc, la mairesse de la Ville de Contrecoeur, Mme Maude Allaire. Bonsoir, mais je vais revenir vous parler. Je vais vous présenter le conseiller du district numéro 1, M. Claude Bérard. Le conseiller du district numéro 2, M. Pierre-Olivier Roy. Le conseiller du district numéro 3, M. Pierre Bellil. La conseillère du district numéro 4, Mme Karine Messier. La conseillère du district 5, Mme Maggie Bissonnette. Et le conseiller du district 6, M. Claude Dansereau. Donc, bienvenue et merci d'être présent. Je vais vous présenter les intervenants pour la séance de ce soir. Évidemment, Mme la mairesse Maude Allaire, qui va intervenir dans quelques minutes. Le directeur général de la Ville, M. Thierry Larrivé. Le directeur du service de sécurité incendie, M. Bruno Isabelle. La trésorière, Mme Amélie Champigny. Bonsoir. Et le consultant en montage et exécution de projets de construction, M. Marcel Langlois. Donc, tout d'abord, j'inviterai la mairesse de la Ville de Contrecoeur, Mme Maude Allaire. Donc, ce soir, je vais y aller d'une manière très formelle. Je vais lire mot par mot pour être sûr de ne pas en échapper un, parce que c'est vraiment très important, chaque ligne. Donc, membre du conseil municipal, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur du service de sécurité incendie, Madame la trésorière, Monsieur le consultant en montage et exécution de projets, chères citoyennes et citoyens, bonsoir. Étant donné l'importance de ce dossier, la Ville de Contrecoeur a pris la décision d'organiser une séance d'information publique sur le sujet d'une nouvelle caserne d'incendie. Nous allons vous démontrer ce soir que ce projet comporte divers enjeux, dont ceux reliés à la santé-sécurité et à la logistique. Ces problèmes peuvent aussi avoir une incidence sur le temps de réponse de nos pompiers lors des interventions. Notre mission étant d'assurer la sécurité de toute notre population, la construction d'une nouvelle caserne devenait donc une nécessité. Même si la population a doublé à Contrecoeur au cours des dernières années, la caserne actuelle ne répondait plus à nos besoins, et ce, depuis quelque temps déjà. D'ailleurs, celle-ci a été construite durant les années 60. Elle ne répond plus aux normes en vigueur. Nous présentons ce soir un projet fonctionnel dont le coût est tout à fait comparable à d'autres projets similaires. Sachant qu'un tel projet a un impact sur les finances de la municipalité, nous allons évidemment aborder ce sujet ce soir. La Ville ne peut donc pas se permettre de repousser ce projet puisque le statu quo représente un risque trop important pour les citoyens et pour les employés du service de sécurité incendie. De plus, les coûts d'un tel projet n'iront pas en diminuant dans le futur. Comme tout service de sécurité incendie, la Ville de Contrecoeur se doit de respecter le schéma de couverture de risque prescrit par le gouvernement du Québec. Par ailleurs, notre dossier est jugé prioritaire par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je laisse maintenant place à nos spécialistes pour la présentation. Vous pourrez exprimer lors de la période de questions vos commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, on vous présente le directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Contrecoeur, M. Bruno Isabelle. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens à la maison et ceux qui vont nous écouter en rediffusion.
extrêmement content d'être ici ce soir pour vous présenter le projet de construction de la nouvelle caserne 10 de Contrecœur. Depuis plusieurs mois déjà, je me fais poser des questions sur le projet par des citoyens et aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de pouvoir vous présenter les différentes étapes réalisées jusqu'à maintenant et de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Je tiens à saluer la présence de Madame, excusez-moi, pas bien. Je tiens à saluer la présence de Madame la mairesse Maud Allaire, Monsieur Thierry Larrivée, directeur général. À l'arrière, mes collègues Michel Robert et Pierre-Luc Fontaine, chef de division pour le service de sécurité incendie. Madame Amélie Champigny, trésorière. Monsieur Marcel Langlois, qui est mon grand Manitou et grand conseiller de tous les jours. Messieurs les conseillers, mesdames les conseillères, merci d'être là, merci de croire en ce projet-là. Vous m'appuyez depuis le début dans tout ça et je vous en remercie grandement. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter tout le travail qui a été accompli jusqu'à maintenant. L'objectif de la rencontre, sans grande surprise, c'est l'élément principal de la soirée, mais c'est la présentation et l'explication du projet de construction de la nouvelle caserne de pompiers. Deuxième objectif à atteindre ce soir, c'est vous fournir les informations requises pour permettre aux citoyens de bien comprendre le projet. Évidemment, on a rassemblé l'ensemble des informations depuis le début du projet pour réaliser la présentation de ce soir. Je pense qu'on est tous conscients que c'est un projet qui est très complexe. Donc, je vais tenter de vous vulgariser plusieurs mois de travail le plus simplement possible en une soirée d'information. Et le dernier objectif que je souhaite atteindre avec vous ce soir, c'est la présentation du cadre de gestion du projet. Donc, comment on fait la gestion de tout ça. La structure de la rencontre, premièrement, je vais vous exposer les principes directeurs qui ont guidé mes démarches depuis le début du projet. Je vais vous expliquer le constat qu'on a fait et qu'en est venu à la nécessité de réaliser des travaux. Je vais vous parler de la réalisation d'un plan fonctionnel et technique. Si dans la présentation, je vous voyais l'abréviation PFT à plusieurs endroits, c'est pour plan fonctionnel et technique. Vous allez voir à la fin de la soirée, vous allez le maîtriser autant que moi. Réalisation des plans et devis, donc on va parler de ça. On va parler, comme Madame la mairesse vous a souligné, évidemment du cadre financier du projet. On va également parler des prochaines étapes à venir dans le projet et la période de questions. Premier élément, les principes directeurs. À chaque fois que je débute un projet d'ampleur, je prends toujours le temps de mettre en place ces principes directeurs-là. C'est une discipline que je me donne. Ça permet d'établir les règles générales puis une ligne directrice au projet. Je trouve que ça démontre aussi comment notre organisation s'engage à remplir le mandat qui est donné. Ça établit une certaine structure puis un cadre au projet. Vous allez voir que je vais faire référence régulièrement dans la présentation à ces principes directeurs-là. Ils ont vraiment servi de guide et de structure pour l'ensemble du projet. Donc, les principes qui ont été mis en place. Donc, le premier, élaborer un projet fonctionnel dont les installations offrent santé et sécurité optimale pour le personnel. On veut respecter les normes et les règlements qui sont en vigueur. On veut assurer la continuité des services pendant les travaux. On veut prévoir les besoins à moyen et long terme. On veut trouver un équilibre entre le coût et les bénéfices et élaborer un projet intégré dans son milieu. Donc, ces 6 éléments-là qui sont les principes directeurs de notre projet. Vous allez voir, je vais en faire référence régulièrement, essayer de les garder en tête. Je ne ferai pas de questions quiz pendant la rencontre, mais c'est important de les avoir en tête. Première étape, c'est de faire le constat qu'il y a une nécessité de faire des travaux. On est en 2022. Depuis 2012, qu'il y a des discussions qui sont en lien avec un projet de mise à niveau des installations de protection incendie. C'est pas depuis hier, donc on voit la nécessité, on sait qu'on va avoir la nécessité de faire une mise à niveau de nos installations. Si on regarde la réalité de notre ville, ça a beaucoup changé depuis les dernières années. Je suis né à Contrecœur, donc j'ai été témoin privilégié de tous ces changements-là. Et je peux vous dire que le Contrecœur d'aujourd'hui ne ressemble pas nécessairement au Contrecœur de quand j'étais un petit garçon. Donc, évidemment, ça implique des ajustements à différents niveaux. Et maintenant, comme je m'occupe du service incendie, je dois m'assurer de mettre à niveau ce volet-là. Premièrement, un élément qui nous a poussé à faire ce constat-là, c'est évidemment l'accroissement de la population.
On frôle bientôt le 10 000 de population. Évidemment, ça fait en sorte qu'il y a des zones sur le territoire qui étaient non aménagées avant et qui maintenant on peut voir de la population et des immeubles qui sont sur ces zones-là. Donc, évidemment, c'est un secteur de plus à protéger pour le service de sécurité incendie. Également, ça a débuté et ça va continuer dans les prochaines années. On arrive à la phase de développement commercial et industriel de notre ville et c'est un enjeu relativement important pour les services de sécurité incendie. On se doit d'être des acteurs clés pour protéger ces bâtiments-là. Pourquoi on se doit d'être des acteurs clés et des bons partenaires de prévention dans ces bâtiments-là? Bien, les commerces et les industries de notre municipalité sont les principaux employeurs de nos citoyens. Donc, si on a une intervention dans ces bâtiments-là et que ça se résout par une perte totale, les chances de reconstruction et de repartir la compagnie sont très faibles. Les statistiques démontrent beaucoup plus que les bâtiments vont fermer et s'établir à un autre endroit que continuer. Donc, si on fait une bonne intervention et qu'on a une intervention efficace, on conserve donc des emplois dans notre région et également on diminue les pertes au maximum, ce qui favorise l'économie locale. Donc, souvent, on calcule les services incendies, combien de pertes qu'il y a eu dans un bâtiment, mais pour le commercial et l'industriel, c'est très clair qu'on joue un acteur, on est un acteur clé pour le volet économique également de la ville, non seulement juste sur les emplois, mais également pour que le commerce puisse continuer à être à la ville de Contrecœur. Au fil des années, pour être en mesure de faire notre travail, on a fait l'acquisition de nouveaux équipements. Donc, ces équipements-là prennent de la place à l'intérieur de la caserne. Donc, on trouve toujours un petit endroit pour les installer et graduellement, ça continue à entrer. Les véhicules d'intervention sont de plus en plus gros versus les camions qu'on avait dans les années 60 versus à aujourd'hui. Les camions prennent beaucoup plus de place dans les casernes. Donc, Mme Allaire l'a parlé tout à l'heure, la caserne a été construite dans les années 1960 et les véhicules que nous avons sont relativement récents. Donc, on optimise l'espace à l'intérieur des baies de stationnement. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. L'évolution des procédures opérationnelles, comme dans toute chose, notre société évolue, il y a des technologies qui apparaissent, mais ça se reflète directement sur les procédures opérationnelles d'un service incendie. Pensons juste aux véhicules électriques, ça change complètement notre approche d'éteindre un feu de véhicule comme on avait dans les années 60. Ça va prendre des équipements particuliers et des techniques assurément différentes que qu'est-ce qu'on était habitué de faire dans les années passées. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres qui nous force à devoir évoluer tout ça. Et depuis 2012, que ces changements-là se font à plus grande vitesse. Donc, en se faisant à plus grande vitesse, bien, on fait le constat qu'effectivement, on se doit de s'adapter et on va devoir être en mesure de mettre à niveau nos installations de la caserne. Donc, ça, c'est le premier constat qui a été fait. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. L'espace restreint entre les véhicules. Les deux premières photos, vous voyez, ce qu'on veut démontrer, c'est notre véhicule d'élévation qui est stationné dans la caserne. L'espace qu'il y a entre le véhicule d'élévation à l'arrière de la caserne n'est pas suffisant même pour passer un pompier à l'arrière. Si nos deux camions qui sont stationnés un à côté de l'autre, si on rouvre les portes, bien, les deux portes, on doit coordonner l'entrée dans le véhicule parce que les deux portes peuvent se cogner ensemble. Si on dit qu'on n'a pas beaucoup d'espace à l'arrière du véhicule, mais on pourrait avancer un petit peu plus le véhicule, mais la photo du centre vous démontre qu'à l'avant, il n'y a pas vraiment plus d'espace non plus. On est à côté sur la porte de garage. Si on regarde sur le côté du véhicule, les deux dernières photos, vous voyez comme une petite barre sur le mur et la porte est à côté sur cette barre-là. Ce que je veux démontrer avec ces photos-là, c'est que l'espace n'est pas suffisant même sur le côté du camion pour ouvrir la porte complètement. Le camion doit être stationné à un endroit vraiment précis et même il y a un test quand on arrive en caserne que les pompiers doivent faire pour s'assurer qu'on est stationné au bon endroit pour que la porte arrive sur la petite protection en caoutchouc qu'on a mis pour éviter de faire des dommages au véhicule. Donc, on a voulu opter pour augmenter le service aux citoyens. On a voulu s'assurer de maximiser les espaces, mais en termes de maximisation d'espace pour ce véhicule-là, il rentre dans la caserne, ça, il n'y a aucun doute. Mais on s'entend pour dire que l'espace de travail autour est insuffisant.
Un autre exemple de situation qui nous pousse à faire le constat qu'il y a une nécessité de faire des travaux, c'est le véhicule, le premier répondant, qui est enclavé à l'intérieur de la caserne. Vous voyez, on a 4 véhicules à l'intérieur de la caserne. Il y a 3 portes de garage, donc une pour le véhicule d'élévation, les 2 autres pour les véhicules autopompes, et la porte qui est partagée avec le véhicule autopompe jaune que vous voyez qui est marqué 210 dessus, sert également à la sortie du véhicule de premier répondant qui est le petit pick-up blanc qui est là. Ce véhicule-là répond à 150-175 appels par année de premier répondant pour la ville de Contrecœur. Donc, on se doit de faire la manœuvre de sortir le véhicule jaune à chaque fois qu'il y a un appel comme ça pour être en mesure de sortir le véhicule blanc qui est stationné à l'intérieur. Ces manœuvres-là se font dans un contexte d'urgence, donc les pompiers s'en viennent et veulent répondre le plus rapidement possible. Et c'est des manœuvres qui se font en diagonale dans une porte qui n'est pas nécessairement très large. Cette situation-là n'est pas là depuis longtemps. Cette situation-là est arrivée depuis qu'on a reçu la dernière pompe. Donc avant, on n'avait pas cette problématique-là. Le véhicule qui était dans la baie de stationnement où on voit le véhicule jaune était beaucoup plus court. Donc, le véhicule, le premier répondant, c'était possible de pouvoir sortir sans avoir à sortir le véhicule qui est stationné là. Donc, c'est une problématique qu'on se doit de vivre, qu'on se doit de conjuguer avec cette problématique-là depuis 2019 quand on a reçu la nouvelle autopompe. Manque d'espace de stationnement. La caserne est implantée très près des voies de circulation. L'exemple que vous avez là, on a une vingtaine de véhicules de pompiers temps partiel qui partent de chez eux, qui s'en viennent et qui conjuguent tous vers la caserne actuelle. La caserne actuelle, donc, on prend le stationnement qui est à l'arrière de la caserne sur le côté et c'est insuffisant. On voit, là, c'est sûr, la photo a été prise en période hivernale, donc la situation est empirée en plus due au banc de neige qu'on a un peu partout en bordure de rue. Mais c'est un stationnement qui est complètement aléatoire là, dans la caserne, dans un contexte où les pompiers arrivent en cascade là, pour répondre à un appel. C'est pas suffisant, donc même il y a des pompiers qui se doivent de stationner sur la rue Sainte-Thérèse. Sur le long de la rue, on voit les véhicules à la photo là, qui sont stationnés même dans la rue. C'est des pompiers qui sont stationnés à cet endroit-là. Donc, on a un besoin là, de stationnement supplémentaire pour la caserne. Un autre constat qui nous a porté à croire qu'il y avait une nécessité de faire des travaux, c'est qu'on a des véhicules qui sont à l'extérieur de notre caserne. Et on a même des équipements qui sont complètement sur un autre terrain. Donc, premièrement, le véhicule de l'officier commandant, ce véhicule-là, est garé à l'extérieur de la caserne, dans le stationnement, et un véhicule utilitaire de type pick-up, pour ne pas le nommer, est également stationné à l'arrière, à l'extérieur. C'est pas l'idéal avec les contrastes de température. En été, les températures viennent excessivement chaudes dans les véhicules et l'hiver, c'est le froid et on a des ordinateurs à l'intérieur de ces véhicules-là. Donc, c'est pas l'idéal de laisser ces véhicules-là à l'intérieur, à l'extérieur, c'est-à-dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On sort les appareils électroniques puis on les rentre à chaque fois. Donc, ça allonge les délais d'être prêts à intervenir sur le coup. L'autre point, vous voyez les photos qui sont à l'écran, c'est une remorque pour faire du sauvetage en route. C'est une remorque qu'on va utiliser dans des chemins balisés, exemple pour quelqu'un qui serait pris en motoneige l'hiver ou exemple pour le parc régional des Grèves, qu'on pourrait aller chercher quelqu'un qui est pris dans un sentier. Donc, cette remorque-là sert à ça. On n'a aucun espace disponible pour la mettre à l'intérieur de la caserne actuellement. Donc, cette remorque-là est dans un conteneur maritime au garage municipal qui est dédié pour le service incendie. Évidemment, on a tout fait en sorte pour maximiser la rapidité à laquelle on peut sortir et prendre accès de cette remorque-là, mais ça reste que c'est jamais aussi efficace que si elle était dans notre caserne et qu'on était prêt à l'attacher au véhicule là, rapidement pour pouvoir se déployer sur l'intervention. Donc, pourquoi c'est devenu prioritaire en 2020, si on en parle depuis 2012, pourquoi c'est devenu prioritaire de parler des installations techniques de la caserne et d'en faire un projet concret? Je suis arrivé en poste comme directeur en 2019.
en 2019, quand je suis arrivé, j'ai voulu faire le portrait général du service incendie pour être en mesure de savoir c'est quoi les aspects que j'allais prioriser, que j'allais travailler en premier dans mes premières années de mandat. Donc, ça ne s'est pas fait là, en regardant uniquement mes livres de mon côté. J'ai rencontré évidemment le personnel du service incendie, les officiers, les pompiers et évidemment M. Robert, qui était le directeur du service incendie à l'époque. Et pour parler plus précisément de la priorité numéro 2, comme vous voyez, les installations techniques de la caserne, M. Robert m'a fait état directement à cette rencontre-là, effectivement, qui était très conscient que les installations de la caserne avaient atteint un niveau de saturation pour l'optimisation de l'espace. Là, on avait été pas mal assez loin avec l'arrivée du nouveau véhicule autopompe qui venait enclaver le premier répondant. Et Michel avait déjà des plans en tête pour être en mesure de trouver une solution pour régulariser la situation. Mais Michel voulait attendre. On savait qu'on avait un plan de relève au niveau de la direction et une transition qui voulait être fait. Donc, Michel voulait attendre que le nouveau directeur puisse prendre les rênes de ce dossier-là et l'apporter plus tard. Donc, par contre, il nous a mis rapidement au fait de la situation. Donc, dans le plan stratégique qui se termine à la fin de l'année, donc de 2020, 2021 et 2022, il y a 3 priorités qui en étaient ressorties, donc un plan de relève, les installations techniques qui devaient être refaites pour la caserne et la rédaction des procédures opérationnelles. Évidemment, je ne vous parlerai pas en détail de chacune de ces priorités-là parce que le but de la rencontre de ce soir, c'est les installations techniques de la caserne. Mais sachez que c'est les 3 priorités pour lesquelles je mets énormément d'efforts et que les actions au quotidien là, sont centrées vers ces 3 priorités-là. 2020, il fallait commencer immédiatement la mise à niveau de la caserne. Le constat qui avait été fait relevait des enjeux de santé et sécurité. Je m'étais fait relever des problématiques par les pompiers. Je le voyais, j'ai été voir les différentes normes et j'étais convaincu qu'avec l'expertise que j'avais de comment une caserne devait être faite, qu'on avait un enjeu et une problématique. Ce que j'ai soulevé à l'organisation municipale et on a été vers le choix de faire un plan fonctionnel et technique. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que le projet a pris son envol de manière concrète et officielle. C'est quoi l'objectif de faire un plan fonctionnel et technique? Bien, c'est d'obtenir le support des professionnels pour définir le projet. Donc, moi, je suis convaincu, mais un professionnel qui est habitué de faire ça, bien, lui, il n'est pas juste convaincu, il est régi par un ordre et il y a une profession, il va me dire exactement comment encadrer le projet et dire qu'est-ce qui se fait pas. Donc, c'était inévitable que si on voulait faire un projet sérieux et structuré, qu'on devait passer par un plan fonctionnel et technique et remettre ça dans les mains d'un professionnel. L'autre objectif de faire un plan fonctionnel et technique, c'était de présenter un projet qui répond aux besoins fonctionnels de l'organisation à court et à long terme. C'est un projet qu'on veut durable. Une caserne, c'est bâti pour un minimum de 50 à 60 ans, sinon plus. Donc, il faut absolument qu'on réfléchisse plus loin qu'1 à 2 ans devant nous. On veut évaluer les différentes options qui sont possibles, qui s'offrent à nous. On en a en tête, mais est-ce que les professionnels qui ont vu plusieurs projets, d'autres réalités, peuvent nous en soulever d'autres? Établir des bases préliminaires, établir un cadre financier. Est-ce qu'on veut s'assurer qu'il y a des normes, le respect des normes, la réglementation en vigueur, est-ce qu'on les a toutes cernées ou il y en a d'autres qu'on n'a pas pensé? Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on est allé vers un plan fonctionnel et technique. La réalisation a été faite suite à l'octroi d'un contrat à la firme d'architecture Caroline Dénommé Architecte. Donc, j'ai travaillé avec Mme Caroline Dénommé, qui est architecte, à faire le plan fonctionnel et technique de notre caserne. Elle a été accompagnée de la compagnie firme en ingénierie FNX Innov et la Ville a également engagé la firme ABS, groupe ABS, excusez-moi, pour tout ce qui est la gestion des sols et tests de sol qu'on devait faire pour la réalisation du projet. Donc, c'est eux qui ont eu le mandat de faire tout ça. Comment on réalise ça, un plan fonctionnel et technique? Je vais aller quand même en détail dans la portion des plans fonctionnels et techniques parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu quand même beaucoup de questions qui ont été soulevées par les citoyens et qui m'ont été posées là, directement quand je rencontrais les gens. Donc, je veux prendre que vous compreniez vraiment parce que c'est les assises du projet sont là et c'est vraiment là qu'on donne les bons angles pour le reste du projet.
Donc, quand on fait un plan fonctionnel et technique, bien, en premier, bien, on élabore les besoins, on fait l'évaluation des scénarios possibles, on fait le choix du meilleur scénario et on réalise le plan fonctionnel et technique en lien avec le choix qui a été fait. Si on prend le premier point, l'élaboration des besoins. Donc, je vous l'ai dit, c'est une étape très importante, mais selon moi, la plus importante pour vraiment être en mesure d'évaluer les aspects du métier de pompier puis transformer les demandes en réels besoins. Pour faire ça, plus qu'on est de monde, mieux que c'est. Donc, on a fait un comité de travail. Ce n'est pas un travail individuel. Donc, c'est un peu un remue-ménage qui a été fait, mais structuré, avec un comité de travail. Il y a des officiers et des pompiers qui sont sur ce comité-là pour être en mesure d'élaborer nos besoins. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Bien, on élabore, on évalue nos procédures de travail. On se dit, quand je vais faire telle tâche, c'est quoi que j'ai besoin comme espace? C'est quoi que j'ai besoin comme équipement? C'est quoi mes besoins en lien avec tout ça? Donc, on fait ça pour chacune de nos tâches et on met ça par écrit. Par la suite, ben, on veut se challenger, on veut essayer d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc, on a fait des visites de casernes. On est allé voir des projets qui étaient relativement récents, qui venaient d'être construits ou qui étaient sur le point de l'être. On a consulté différents collègues du monde de l'incendie. Donc, on est allé faire des visites. Je remercie d'ailleurs le service de Saint-Raymond de Portneuf qui nous ont accueillis pour faire une visite de leur caserne, le service de l'agglomération de Longueuil qui nous ont accueillis également pour faire une visite de caserne et le service incendie de Trois-Rivières qui nous a donné accès à ces plans via la firme d'ingénierie Phoenix Innov qui avait travaillé sur leur caserne. Donc, évidemment, on a rencontré, discuté à plein d'autres personnes, mais c'est les 3 principaux projets qui ont été évalués dans le projet. Par la suite, ce n'est pas terminé l'élaboration des besoins, malgré qu'avec toutes ces informations-là, on a déjà un bon bagage d'informations pour faire nos besoins, mais il faut se projeter dans les besoins futurs. Donc, regardez c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi les tendances. Le monde incendie, on vous l'a dit, évolue à grande vitesse depuis les dernières années. Bien, il ne faudrait pas manquer le bateau sur qu'est-ce qui s'en vient prochainement. Donc, tout ça a été évalué et pris en compte également dans les besoins. Les fonctionnalités techniques requises pour notre service. Donc, ça, c'est des faits concrets de technicalité qu'on a besoin de faire et de mettre en place pour réussir à bien faire notre travail. Je vous donne un exemple très simple. Nous, à la caserne, notre réalité, l'entretien des véhicules des services incendies se fait par une mécanique mobile. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec son camion et qui fait l'entretien de nos véhicules. Ça se fait à l'intérieur de notre caserne. Donc, si on se doit de travailler, de se rendre jusqu'au moteur en hiver, bien, c'est agréable de pouvoir faire ça à l'intérieur d'une caserne. Le véhicule d'élévation, pour avoir accès au moteur, bien, il faut monter le parc-échelle. Il faut être en mesure de lever également la cabine du camion pour avoir accès au moteur. Ça prend une certaine hauteur de dégagement entre le dessus du camion et le plafond pour être en mesure de faire ça. Donc, quand on dit fonctionnalité technique, bien, on sait qu'on a cette manœuvre-là à faire. On met le camion en position qui génère le plus de restrictions, puis on prend des mesures. On met ça dans un tableau. On envoie ça aux spécialistes qui, eux, établissent le volume nécessaire de travail autour du camion, ce qui fait en sorte que les baies de camion doivent avoir telle à telle largeur, telle hauteur de dégagement au-dessus. Donc, c'est avec ça qu'ils sont capables de déterminer les hauteurs de travail et les dégagements requis, les volumes nécessaires autour de chaque camion. Chaque camion a fait l'objet de cette analyse-là et chaque détail technique, quand je vous parle de fonctionnalité technique, ça a été jusque-là dans les détails qu'on a fournis aux architectes. Actuellement, cette manœuvre-là que je vous parle à la caserne actuelle, ça ne se fait pas. Là. Avec le plafond qui est trop bas, on n'est pas en mesure de pouvoir faire ça. Donc, il faut sortir des véhicules à l'extérieur pour être en mesure de faire ces manœuvres-là. Le point également très, très, très important, c'est la consultation des normes et réglementations en vigueur. Donc, encore une fois, il y avait déjà un bon bagage dans le panier des architectes et des professionnels pour être en mesure d'élaborer le projet, mais on leur rajoute un autre élément à considérer qui est toutes les normes et la réglementation en vigueur. Ce point-là, je vais reprendre le temps de vous l'expliquer comme il faut parce qu'il a joué un rôle plus qu'important dans notre projet. Donc, dans un service incendie au quotidien, que je fasse ma gestion d'un service incendie, qu'on parle de la portion administrative,
qu'on soit en train de gérer combien de pompiers je dois envoyer sur une intervention. C'est comment je dois dresser une échelle sur un mur de bâtiment. Tout est écrit. Il y a des règles de l'art pour tout. Des fois, c'est des normes, des fois, c'est des règles de l'art, des fois, c'est des lois ou des règlements. Donc, je dois être au fait de je dois être au fait de tous ces éléments-là pour être en mesure de bien faire mon travail. Donc, l'improvisation, il n'y en a pas vraiment dans mon quotidien. Les photos que vous voyez à l'écran, donc les normes NFPA en incendie, c'est une bibliothèque complète de renseignements et il n'y a pas un service incendie au Québec qui ne travaille pas avec ces normes-là. C'est vraiment une référence pour nous de se coller sur ces normes-là. Vous voyez également la loi sur la sécurité incendie qui me dit ce que j'ai le droit, ce que je n'ai pas le droit de faire dans différentes situations. La loi sur la santé et sécurité au travail, ce que je me dois de faire et d'offrir comme milieu sécuritaire pour les pompiers, les intervenants qui travaillent pour le service incendie. L'École nationale des pompiers qui nous dicte les procédures, les manières de faire, les techniques d'intervention. Donc, on se doit de se coller vers ces techniques-là pour préserver la santé et sécurité de nos interventions. Et la petite roulette que vous voyez, là, c'est la roulette de gestion de risque pour le schéma de couverture de risque. Donc, c'est toutes les actions qu'on doit faire dans le cadre du schéma de couverture de risque. Donc, je suis attaché énormément à ce schéma-là pour prendre les décisions. Donc, ça, c'est dans la gestion quotidienne, mais est-ce que dans la construction d'une caserne, c'est le même principe? Est-ce que j'ai des obligations, des règles qui doivent s'appliquer? Bien, la réponse est oui. Il y a le guide qui a été utilisé pour la construction de la caserne et l'encadrement du projet. C'est le guide de la FEMA. FEMA pour Federal Emergency Management Agency. Donc, j'utiliserai le terme FEMA pour le reste de la présentation. Ce guide-là est disponible à tout le monde qui veut le consulter sur le site Internet. Donc, vous pouvez, dans les navigateurs de recherche, taper le nom du guide et vous allez retrouver ça. Ou si vous avez de la difficulté, vous voyez le logo de l'APSAM. L'APSAM, c'est l'Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, secteur affaires municipales. Il y a une division incendie à l'intérieur de ça. Pour nous, les services incendies du Québec, c'est une véritable référence en termes de santé et sécurité pour nous. Ils font un travail extraordinaire pour nous faciliter la compréhension des différentes normes et des différents guides qui nous régissent. Donc, je suis allé sur le site de l'APSAM pour récupérer ce guide-là. Donc, l'APSAM dit, si vous construisez une caserne, vous prévoyez rénover une caserne, bien, on vous recommande fortement d'utiliser ce guide-là, qui est le guide que vous voyez à l'écran. Donc, si vous allez sur le site de l'APSAM, vous cliquez sur le lien et le guide va s'ouvrir à ce moment-là. C'est un guide qui a 254 pages et si vous avez le goût d'aller le voir, vous allez voir étrangement que le reste de la présentation que je vais vous faire est directement en lien avec qu'est-ce qui est là. Donc, je me suis inspiré là, ligne par ligne de qu'est-ce qui est là pour chacune des étapes. Donc, ce n'est pas une improvisation qui a été faite aucunement dans ce projet-là. Un autre aspect réglementaire qui vient jouer énormément dans la configuration et dans la conception d'un projet comme on a là et qui fait en sorte, qui nous fait le plus de contraintes également sur le fait qu'on doit aller maintenant vers une nouvelle construction, je vous dirais, c'est cet élément-là. Donc, les maladies professionnelles chez les pompiers, il y a 9 cancers qui ont été reconnus par la CNSST. C'est relativement récent. Vous voyez le guide où on voit le pompier qui est marqué CNSST en dessous. C'est sorti en 2017. Et en 2017, quand c'est sorti, bien là, les services incendies au Québec, bon, on le voit depuis quelques années, là, il y a une grande prise de conscience de cette problématique-là et il y a des changements majeurs dans la culture puis en matière de santé puis de prévention en lien avec les maladies professionnelles chez les pompiers. C'est sûr que chaque service incendie depuis 2017 tient compte de sa réalité à lui, puis évidemment les moyens qui sont disponibles, qui sont à sa disposition pour tenter d'améliorer les pratiques, les bonnes pratiques pour la gestion des maladies professionnelles. C'est souvent appuyé sur des études scientifiques ou des différents modèles ou qu'est-ce que nos collègues ont fait dans d'autres villes, qu'est-ce que nos collègues, justement depuis 2017, le monde incendie est dans un élan créatif, innovateur, pour être en mesure d'offrir un environnement de travail qui va être exempt de ces contaminants-là pour pas que les pompiers en sortent avec des cancers. Ce que ça fait, ça, ces 9 cancers-là, c'est que
qu'est-ce qui a été reconnu, c'est que les pompiers qui sont exposés maintenant à la fumée, aux poussières, à la cendre, et ainsi de suite, là, toutes les décompositions d'un incendie, c'est prouvé maintenant que ça a un lien de causalité pour des cancers chez les pompiers. La photo qu'on vous voyez, que c'est marqué « Le cancer chez les pompiers », illustre très bien la situation. Je vous invite encore une fois, si vous voulez, à aller le voir sur le site Internet. Il y a un lien également sur l'APSAM qui nous amène là. Vous allez comprendre très, très, très clairement c'est quoi l'enjeu lié avec tout ça. Nous, on doit mettre en place l'ensemble des mesures pour éviter que nos collègues de travail développent une maladie professionnelle. Évidemment, si la CNESST reconnaît des maladies professionnelles, bien, elle reconnaît qu'il y a un risque et qu'il y a un danger réel. Donc, en faisant ça, ce que ça fait, c'est que ils vont élaborer des guides, ils vont élaborer des recommandations, quoi faire et ne pas faire pour ne pas être exposé à tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais vous en parler de 3 seulement parce que c'est eux autres qui ont eu un impact direct avec la construction de la caserne. Donc, premièrement, on parle des zones de travail. On parle beaucoup quand on vient gérer les contaminants, de faire la gestion de tout ça avec des zones de travail. Première zone qui est une zone de décontamination, qu'on dit une zone qui est contaminée. Donc, on doit avoir des équipements de protection particuliers pour être dans cette zone-là. Une zone qu'on est en train de faire la décontamination, qu'on va appeler jaune, et une zone verte qui est décontaminée. Je ne vais pas plus loin que ça parce que j'ai une diapositive juste après qui va vous expliquer plus en profondeur tout ça. Donc, si on vient gérer des zones et des manières qu'on doit transporter le matériel d'une zone à l'autre, bien, ça a un impact direct sur comment on configure une caserne de pompiers, évidemment. Il y a des stratégies statiques aussi qui sont en place et qu'on peut mettre en place pour les maladies professionnelles. Si on regarde une stratégie statique, c'est quoi? Bien, concrètement, on a des normes qui gèrent l'entreposage et l'entretien des habits de combat. Bien, dans cette norme-là, la norme NFPA, elle mentionne qu'on devrait pas exposer les habits de combat aux rayons UV du soleil pendant qu'ils sont entreposés. Donc, une manière statique de régler la situation, bien, si on fait un local qui n'a pas de fenêtre et que les habits sont tous à l'intérieur, bien, c'est statique, c'est efficace, il n'y a pas de rayons UV qui vont directement là et on n'a pas d'entretien à faire ces murs de bloc ou sur le mur de gyps qui fait le local. Il bloque les rayons UV. Ça va même jusqu'au choix de lumière qui est dans le local et des détecteurs de mouvement qui éteignent les lumières ou allument les lumières s'il y a des gens à l'intérieur ou pas du local. Donc, ça va jusque-là dans des mesures qu'on peut mettre en place. Il y a des stratégies actives également. Des stratégies actives, ça veut dire que là, c'est un mécanisme qui est en place. Donc, chaque local, selon sa fonctionnalité qu'il a besoin, il va avoir peut-être une pression positive ou une pression négative. Peut-être que sa ventilation va sortir directement à l'extérieur, ce local-là, au lieu de faire partie d'un système commun central, parce que dans ce local-là, on va avoir plusieurs particules qui risquent d'être dans l'air. Est-ce que cette section-là va mettre accès à des systèmes pour que les pompiers puissent se mettre sous air quand ils vont travailler et décontaminer les équipements? Donc, c'est toutes des choses qu'on peut mettre en place, des systèmes, mais qui sont très, très, très normés pour être en mesure de décrire comment on fait l'aménagement d'un lieu pour la caserne. Donc, ça a eu un impact considérable sur l'aménagement, à tout le moins de la portion garage, où on travaille le plus avec les équipements lors d'un retour d'intervention. Ce que vous voyez, c'est un exemple d'un garage d'une caserne de pompiers. Donc, ça illustre la portion rouge, la portion jaune et verte. Donc, la portion rouge, c'est comme une baie de camion où les camions rentrent et ils sont sales à l'intérieur. Il y a les équipements qui sont souillés à l'intérieur. On les prend, on les décharge et on les met à l'intérieur. On les passe dans la portion des locaux qui est en jaune. Donc, chaque local a une fonctionnalité. Les habits de combat s'en vont dans un local, ils vont être lavés dans une machine à laver. Les outils vont s'en aller dans un autre local. Les appareils respiratoires vont s'en aller dans un local précis parce qu'ils doivent être nettoyés d'une manière particulière. Et il va même avoir un endroit pour nettoyer les pompiers. Donc, les pompiers, en revenant d'une intervention, se doivent de prendre une douche pour enlever les contaminants qui sont sur les pores de la peau. Donc, ça va jusque-là, la décontamination et la gestion des maladies professionnelles. Donc, cette baie-là est dédiée
à pratiquement 100% pour rencontrer les critères des maladies professionnelles, pour éviter que les gens soient en contact avec des contaminants et éviter le plus possible que les pompiers génèrent ces fameux cancers-là. Et une fois que c'est décontaminé, bien, on envoie ça du côté vert et là, on peut refaire la mise en service. Donc, quand on est dans cette zone-là, il n'y a pas d'équipement de protection qui est nécessaire, particulier. On peut se promener et faire ça, faire comme on fait présentement ici dans le local. C'est considéré comme une zone non contaminée. Donc, vous comprendrez que juste mettre cette portion-là du garage, juste ça, ça pose des réels défis pour les services incendie. Les services incendies, on n'est pas unique là, avec des casernes qui datent des années 60 au Québec. Là, on n'est pas les seuls, loin de là. Et le constat qu'on voit de plus en plus, c'est que les casernes ont énormément de défis à essayer de rentrer ce principe-là de décontamination dans un bâtiment existant parce qu'il manque d'espace. C'est pas pour rien que présentement on voit beaucoup sur les systèmes d'appels d'offres publics, on voit beaucoup d'appels d'offres en lien avec la construction de casernes pour des projets de construction de casernes parce que les gens veulent se mettre aux normes, veulent améliorer leur caserne et c'est pas beaucoup des projets de rénovation qu'on voit parce que l'enjeu principal c'est ce que vous voyez présentement. On arrive dans le vif du sujet pour la réalisation d'un plan fonctionnel et technique, donc les deux scénarios qu'on avait envisagés. J'ai pris la peine de vous faire un long préambule. Je suis très conscient que c'est une portion qui est très détaillée. Par contre, c'est ce qui met la table pour tout le reste. Vous allez comprendre la complexité qu'il y a derrière tout ça et qu'il n'y a aucune improvisation de la manière qu'on aménage les locaux. On se doit juste de l'adapter, de prendre les normes et de les adapter à notre réalité. Donc, le scénario numéro 1 qui a été analysé, donc c'était la mise à niveau de la caserne actuelle. On se devait absolument de faire cette analyse-là, de voir est-ce qu'un agrandissement ou une rénovation était possible pour la caserne actuelle. Est-ce qu'on pouvait juste faire une mise à niveau des équipements techniques avec la caserne actuelle. L'orientation numéro 2, c'est de faire une construction d'un bâtiment neuf en fonction d'un plan fonctionnel et technique. Donc, c'est les deux scénarios qui ont été analysés. Je vais commencer par vous parler du scénario numéro 1. Donc, la caserne actuelle, comme vous pouvez voir, c'est l'endroit où il y a le petit logo du service de sécurité incendie de Contrecœur. On est situé dans un quartier résidentiel et dans ce secteur-là, les bâtiments, on est dans le vieux Contrecœur, si je peux dire ça comme ça, donc sans être négatif, mais les bâtiments dans ces années-là, c'était comme ça, on bâtissait des maisons plus près des voies publiques que vers l'arrière. Donc, ça fait que les bâtiments sont collés sur le bord, ce qui fait en sorte que quand on veut sortir avec les véhicules, on ne voit pas beaucoup à cet endroit-là. Donc, on est très collé, on n'a pas grand marge de manœuvre sur le terrain. Également, on voit que l'espace de stationnement est restreint et si on veut agrandir, on n'a pas beaucoup de place autour de la caserne. Pour le stationnement, on a 32 pompiers en service. Par contre, sur un appel, je vais peut-être avoir une vingtaine de pompiers. Donc, on a plus ou moins une vingtaine de véhicules à stationner lorsqu'on a une intervention incendie qui est demandée, qui demande nos services. La caserne actuelle a été construite en 1964, la portion garage, et la construction de l'aile plus administrative a été construite en 1983. Ce que je vous disais tout à l'heure, les camions qui ont grossi, vous avez à peu près la même photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous regardez juste la largeur qu'il y a entre l'espace qui reste avec les baies de porte pour passer les camions versus la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Les véhicules sont vraiment plus gros, prennent beaucoup plus de place dans la caserne. Donc, c'est les mêmes baies de porte. C'est la même caserne que vous voyez là. C'est juste qu'il y avait un revêtement de briques à l'époque et maintenant c'est de la tôle. Donc, c'est une caserne qui est là depuis 1964, donc 60 ans en 2024, que la caserne va être construite et utilisée par le service incendie. Donc, quand je vous dis que les casernes ont facilement une durée de vie de 50 à 60 ans, donc c'est ce que notre caserne a vécu. Et là, elle vient de vivre, dans ces dernières années, elle vient de vivre une bonne réforme là, du monde de l'incendie. Donc, le constat des professionnels face à cette situation-là, ils nous confirment qu'il y a des travaux qui sont nécessaires. Il y a une mise aux normes qui est à faire. Il y a des enjeux de santé et sécurité, puis il y a un enjeu de fonctionnalité
qui est fait dans ce bâtiment-là. Il y a des enjeux importants également pour atteindre les besoins fonctionnels. Si on regarde les besoins fonctionnels, ce que les professionnels ont soulevé, c'est qu'il manque d'espace sur le terrain. Donc, si on veut agrandir le bâtiment ou avoir les pieds carrés nécessaires de plancher avec les besoins fonctionnels qu'on a, on manque d'espace avec le terrain qui est actuel. Il y a des travaux très importants qui vont nécessiter un déménagement des opérations. Souvenez-vous, dans les principes directeurs, ce que je vous disais, le déménagement, ce qu'on souhaite, c'est un service continu et qu'il y ait le moins d'impact sur le service à la population. Donc, ce scénario-là venait impacter très, très, très fortement les opérations. On avait eu, je sais que ça a soulevé des questions, on disait, bien, vous pourriez aller au garage municipal en attendant. Ce scénario-là a été évalué, évidemment, dans tout ça, et c'est vite venu une possibilité qui était non envisageable. L'espace, on ne rentrait pas l'ensemble de nos effectifs à l'intérieur du garage municipal. Également, les mises aux normes des portions déjà construites. Je vous dirais, cet élément-là vient jouer énormément dans la balance de dire est-ce qu'on rénove ou pas la caserne également, à cause de la résistance sismique. Un bâtiment de caserne de pompiers, c'est un bâtiment de sécurité publique. Donc, il nécessite une résistance parasismique très, très élevée. Donc, c'est la plus haute versus un bâtiment standard. Concrètement, ce que ça fait, c'est que la structure doit être beaucoup plus forte. Il y a beaucoup plus de contreventements. On voit les fameux X dans des structures. Donc, il y en a beaucoup plus dans des bâtiments de structure publique que dans des bâtiments traditionnels. Ça va jusqu'à la fondation. Si on veut bâtir quelque chose de solide sur une fondation en guimauve, bien, ça ne sera pas solide. Donc, il faut absolument que la fondation soit également solide. Donc, ça va jusque-là. Faire des travaux qui nécessiterait d'ouvrir les murs, de monter le plafond de la caserne, c'est automatique qu'on va devoir remettre aux normes la structure du bâtiment. C'est une obligation du Code national du bâtiment. Donc, des travaux énormes à faire avec des enjeux de réalisation vraiment difficiles à faire. Donc ça, c'est vrai pour les bâtiments de sécurité publique, dont les casernes, les services de police, les écoles, les CPE. On est dans ce type de réalité-là. Donc, c'est pas comme construire un bâtiment commercial traditionnel. Les coûts de mitigation sont significatifs. Donc, régler la situation pour la caserne actuelle sont très, très, très important également. Donc, ça, c'est des enjeux qu'on avait dans l'aspect fonctionnel. Si on revient à notre fameux guide de la FEMA qu'on essaie de suivre pour respecter le plus possible, bien, à l'intérieur de ça, il y a des critères qui nous sont mentionnés. Qu'est-ce qu'on vous recommande de faire ou pas faire? Si on reste actuellement où on est, il y a des critères qui, inévitablement, on ne pourra pas changer. Vous allez en faire le constat rapidement. La topographie du terrain, c'est déconseillé d'être dans un terrain qui a un dénivelé. On est directement dans la pente de la rue Saint-Antoine, donc on a un terrain qui est directement en dénivelé. Il nous recommande d'éviter les rues achalandées et s'assurer d'avoir un bon visuel pour l'entrée et la sortie des véhicules. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur la rue Saint-Antoine quand il y a eu une sortie de véhicule pour une intervention d'urgence, mais vous nous voyez vraiment à la dernière minute. Ça pourrait même faire le saut à un conducteur qui va faire une mauvaise manœuvre et qui va s'en aller dans le sens contraire de la voie. Évidemment, on est conscient de cette problématique-là et quand on sort de la caserne, on le fait vraiment tranquillement pour éviter de créer cette réaction-là de surprise. Mais si on dit qu'on veut faire ça, dégager des voies, mais c'est en particulier, c'est pour cette raison-là. Donc, la distance actuellement avec la rue, on ne respecterait pas ça. L'implantation dans un quartier résidentiel, il nous demande de s'harmoniser avec notre quartier. Donc, harmonisation, oui, structurellement parlant, mais harmonisation pour qu'est-ce qu'on génère comme nuisance. Donc, à 3 heures du matin, quand je reviens d'une intervention, il faut que je m'assure que ma scie à chaîne fonctionne pour peut-être un feu que je vais avoir dans 10 minutes. Donc, il faut que la scie à chaîne soit fonctionnelle. Donc, à 3 heures du matin, je teste la scie à chaîne. Dans un quartier résidentiel, je remercie les citoyens autour de la caserne actuelle, ils sont très compréhensifs. Évidemment, ça n'arrive pas à chaque jour, mais on n'a pas le choix de le faire. C'est quelque chose qui arrive. Donc, si on peut éviter ça quand on fait un projet de construction de caserne, mais évidemment, c'est logique de le faire. Et si on reste actuellement où on est, bien, on ne peut pas faire ça.
L'autre point également qui est majeur, c'est l'expropriation. On le dit, on manque d'espace sur le terrain actuellement. Donc, si on veut entrer le projet et faire un fonctionnement complet pour la caserne actuelle, c'est inévitable qu'il y ait de l'expropriation qui doit être faite autour avec tout ce que ça engendre. Engendre les problématiques pour les citoyens qui sont autour de la caserne. Ça, on ne souhaite vraiment pas ça. Mais également, il faut acheter les bâtiments, il faut les démolir. Et là, on investit plusieurs sommes et on n'a pas commencé à construire absolument rien. Donc, ça, c'est à considérer également dans tout ça. Donc, évidemment, je ne pense pas que vous allez vous rendre compte qu'on a fait la recommandation de rester à la caserne actuellement. Donc, les professionnels, ce qu'ils ont recommandé, c'est évidemment de ne pas prendre cette orientation-là et d'y aller plutôt vers un projet de nouvelle construction. Donc, grosso modo, sans répéter tout, mais si on allait de l'avant avec un projet à la caserne actuelle, ça l'entraîne énormément de contraintes logistiques et techniques. Le contrôle des coûts est beaucoup plus difficile dans ce type de projet-là parce que des mauvaises surprises, on va en découvrir beaucoup plus que quand on construit un bâtiment neuf. Le résultat final ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins. On nécessite une démolition d'une grande partie du bâtiment actuel, voire même presque la totalité. Le bâtiment peut servir à un autre usage avec des travaux beaucoup moins importants. Donc, si on ne construit pas une caserne avec ce bâtiment-là, peut-être qu'avec beaucoup moins de travaux et d'investissements, on va être en mesure de revitaliser ce bâtiment-là, qui va être beaucoup moins compliqué que de faire une caserne avec ce bâtiment-là. Donc, ça a été la recommandation qui a été faite. Donc, évidemment, la nouvelle construction, c'était la recommandation qu'on a faite, c'était l'orientation 2. C'est ce qui a été retenu par le conseil municipal. Le fait d'aller vers ce scénario-là, on permettait de respecter l'ensemble des critères du guide de la FEMA. Donc, l'ensemble de tout ce qui était demandé là-dedans, on peut faire un petit crochet à côté, on le respecte. On parle d'un projet avec une nouvelle construction qui est d'une efficacité, une efficience, une couverture de risque et une santé-sécurité qui est optimale pour un projet comme celui-là. Donc, je vous parle particulièrement du projet de construction de la nouvelle caserne. Donc, encore une fois, je pense que c'est important de vous expliquer pourquoi le projet de caserne, la caserne actuelle a été expulsé dans le départ, n'a pas été retenu plus qu'expulsé. Donc, il y a une analyse sérieuse qui a été faite pour tout ça. Ça n'a pas été une décision dans les airs. Donc, par contre, avec ce que je viens de vous exposer là, le choix était quand même d'une évidence assez rapide que c'était pas sage d'aller vers cette décision-là. Donc, le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est le projet qui a fait part d'un plan fonctionnel et technique. Donc, c'est ce qu'on a évalué et qu'on est allé jusqu'au bout. Donc, le choix du terrain, je sais qu'il y a eu certains questionnements là-dessus. Je vais prendre le temps de répondre à ces questions-là également. Donc, le terrain, c'est sur la rue des Hommes. Vous voyez la portion qui est en rouge sur la photo, où il y a le logo du service incendie. C'est la section qui va être utilisée pour construire la nouvelle caserne de pompiers. Pour vous situer, c'est pas loin du Fermedica, le Rona, IGA, mais ancien IGA, et juste à côté, clinique vétérinaire. Une autre chose, si vous avez un chien, vous allez au parc canin, en ce moment, le parc canin est sur le site de la caserne, un petit peu à gauche du logo incendie. Là, il sert de site temporaire en attendant que l'autre site redevienne fonctionnel. Donc, c'est le choix du terrain qui a été fait. Pour faire un choix de terrain, il y a plusieurs critères. Je ne les réénumérerai pas toutes parce que j'en ai parlé. Les critères que je vous ai parlé pour la caserne actuelle s'appliquent également pour la construction d'une nouvelle caserne. Il y a eu premièrement, avant d'aller dans le choix du terrain, le côté technique, il y a eu une question qui nous a été soulevée parce que vous pouviez poser vos questions en avance là, pour si vous ne pouvez pas être présent à la rencontre. Donc, les questions qu'on a eues sur le sujet, est-ce qu'il y a un litige en lien avec l'acquisition du terrain? Donc, premièrement, non, il n'y a aucun litige avec l'acquisition du terrain et la Ville est officiellement le propriétaire du terrain en bonne et due forme. Donc, le projet va de soi là, comme il est supposé sur ce point-là. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. L'autre chose qu'il fallait observer et qui est important de voir, c'est les temps de réponse. Est-ce que les temps de réponse vont jouer? Est-ce que ça va bouger?
Bien, à 2 coins de rue de où on est présentement, parce que c'est vraiment pas très loin de la caserne actuelle, le site que je vous parle là, sur la rue des Hommes. Donc, il n'y a aucun impact qui est appréhendé sur le temps de déplacement, sur la mobilisation qu'on a fait. Au contraire, bien, on trouvait que justement la caserne actuelle était très bien située. Donc, on souhaitait conserver ça et ça a été dans les avantages de choisir ce terrain-là, c'est qu'on pouvait conserver tous ces avantages-là. Faut prendre en considération que la ville de Contrecœur est faite sur le long. Hein, est vraiment en long. Donc, l'avantage qu'on a en étant situé à cet endroit-là, c'est qu'on a accès à 2 voies rapides. L'autoroute 30 qui nous permet de se rendre rapidement d'un bout à l'autre du territoire et la 132 également qui nous permet de se rendre d'un bout à l'autre du territoire. Si on a besoin d'aller du côté des industries, bien, l'autoroute 30, on a un accès direct rapidement pour se rendre là. Donc, les avantages de cet endroit-là est très bon et on est très près du cœur du quartier résidentiel, donc on est très proche. L'avantage d'être à cet endroit-là, c'est qu'on n'est plus installé dans un quartier résidentiel, mais on est installé dans un quartier commercial. Donc, à 3 heures du matin, je ne pense pas qu'on va déranger autant de monde que dans le quartier qu'on est actuellement, qui est purement résidentiel. D'autres questions qui ont été posées en l'égard de ce choix-là. Est-ce qu'on a évalué l'ensemble des possibilités? Oui, on a évalué l'ensemble des possibilités. La ville de Contrecœur, il a passé au complet Google Maps, la géomatique de la ville. On a regardé chacun des sites. Évidemment, il y a des sections qu'on pouvait enlever plus rapidement. Il a été demandé, pourquoi on ne va pas près du quartier industriel? C'est nos générateurs de risque qui sont à cet endroit-là, donc on va être plus près pour intervenir. Bien, il y a un principe, et qui est repris aussi dans le guide de la FEMA, mais qui est un principe qu'il ne faut pas s'exposer, nous, en tant que secouristes ou intervenants d'urgence, justement à ces générateurs de risque-là. S'il y a une intervention qui est nécessaire dans les bâtiments, exemple d'une usine, et que cette situation-là fait en sorte que je ne suis pas capable de me rendre à la caserne parce qu'elle est trop proche de l'usine pour aller intervenir, bien, j'ai un problème. Donc, évidemment, on essaie de se mettre loin des générateurs de risque. Donc, pour cette raison-là, toute la portion du quartier industriel a été rejetée là, comme zone potentielle d'implanter la caserne à cause de ce principe-là qu'on ne veut pas être proche des générateurs de risque. L'autre chose qui a été soulevée, c'est le terrain du IGA, l'ancien IGA, qui est le bâtiment qui est actuellement vacant. Ça a été pourquoi vous ne prenez pas ce projet-là. À l'époque, il n'y avait pas le projet qu'on connaît aujourd'hui qui était en place. Donc, je vous ramène, on était en 2020 quand on parle de ce projet-là. Donc, c'est le même problème que la caserne actuelle. On a 5 terrains qui ont fait la cote à la fin du processus de vérification qui ont été analysés plus en profondeur pour regarder avantages, inconvénients. Et le seul qui nous permettait de rentrer dans tous nos objectifs, c'est le terrain que je vous présente qu'on a sélectionné. Les autres, il y avait tout un enjeu ou une problématique. L'ancien IGA, malgré qu'il est très près de ce secteur-là, n'a même pas fait l'objet de cette analyse-là, a été écarté du processus d'analyse rapidement. Pourquoi? La résistance parasismique de ce bâtiment-là, c'est un bâtiment commercial et non une caserne de pompiers. A été construit il y a plusieurs années également. Donc, les normes qui étaient applicables à l'époque ne sont pas les mêmes aujourd'hui. On a connu des augmentations de résistance nécessaires par le passé. Donc, on aurait à travailler complètement la structure, retravailler le sol. Donc, il faudrait ramener le tout à l'enveloppe et même toucher à l'enveloppe qui est la structure du bâtiment. Également, tout ce qui est mécanique à l'intérieur de ce bâtiment-là, c'est des systèmes de ventilation pour les bâtiments commerciaux qui sont généraux. Donc, un système de ventilation qui prend l'air et qui l'envoie partout. Tout à l'heure, quand je vous parlais des locaux très précis, une caserne de pompiers, c'est très technique. Il y a des besoins spécifiques que les ventilations doivent être indépendantes ou très ciblées dans différents secteurs. Donc, il aurait fallu refaire au complet tous ces systèmes-là. Donc, il n'y avait aucune économie, aucun avantage à aller vers ça. On avait, au contraire, beaucoup trop de contraintes à utiliser ce bâtiment-là. Donc, c'est pour ça que ça a été rapidement expulsé de notre analyse. Donc, le projet a finalement été implanté à l'endroit qui est là et je vous assure que c'est un très bon endroit là, qui répond à l'ensemble des critères qui sont nécessaires pour avoir un bon temps de réponse. L'implantation, donc la caserne, comment elle va être implantée sur le bâtiment? À l'étape du plan fonctionnel et technique, l'architecte devait nous assurer que les besoins qu'on avait ciblés, les superficies qu'on avait besoin,
c'était capable de rentrer sur le terrain. Donc, ça a été fait à cette étape-là et c'est ce que ça l'a donné. C'est vraiment ce qui a été proposé par l'architecte. Donc, on était convaincus à l'étape du plan fonctionnel et technique que notre projet était viable et rentrait sur le terrain actuel. La réalisation du plan fonctionnel et technique, le dépôt, donc comment ça s'est passé officiellement, les processus, je vous ai parlé très techniquement comment ça s'est passé, mais les étapes plus officielles. Donc, le 29 juin 2020, donc du début juin à aller jusqu'au 29 juin, j'ai travaillé avec la firme de Caroline Dénommé pour être en mesure de vous produire un rapport préliminaire qui a été présenté au conseil, qui n'est pas le conseil actuel, mais le conseil de l'époque. On a présenté le rapport préliminaire qui faisait état des différentes orientations. Donc, on a pris le temps d'élaborer, un peu comme j'ai fait avec vous ce soir, c'est quoi les avantages et inconvénients. On nous a même présenté un projet d'implantation potentielle qu'il y avait sur le terrain et on est venu à la conclusion que ce n'était pas l'orientation qui était souhaitée. Donc, nous, on a fait la recommandation le 29 d'aller vers une nouvelle construction. Le conseil municipal a pris le temps de réfléchir à tout ça, regarder la situation. Et en mois de juillet 2020, le conseil nous a mandaté de continuer les démarches avec un scénario de nouvelle construction. Donc, eux également étaient en accord pour dire que c'était le scénario qui était à privilégier. Le 12 avril 2021, on a déposé le rapport final du plan fonctionnel et technique et par la suite, s'en est suivi la réalisation des différents plans et documents. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les étapes officielles. Donc, à chaque étape importante, évidemment, le conseil a été mis au courant et la décision leur est revenue d'entériner les recommandations qu'on leur a faites. Réalisation des plans et devis, donc le plan fonctionnel étant terminé, donc réalisation des plans et devis, on a travaillé avec la firme Caroline Dénommé pour les plans et devis, pour le plan fonctionnel et technique, mais la firme d'architecture et la firme d'ingénierie qui ont gagné, qui ont eu le contrat finalement suite à un appel d'offres, c'est Groupe Leclerc Architecture et Design. Donc, c'est eux qui nous assistent maintenant pour la portion plans et devis, pour faire exactement les plans pour éventuellement faire une construction de tout ça. La firme d'ingénierie qui a été retenue, c'est Pluritech Ingénieur Conseil. Groupe Leclerc Architecte Design sont situés à Saint-Hubert. Quand je vous disais qu'on voulait s'adjoindre de professionnels, bien, dans les critères, c'était important pour nous que les spécialistes, les professionnels avaient fait plusieurs casernes, connaissaient de quoi qu'ils parlaient. Vous l'avez vu, je vous ai parlé d'un paquet de normes. C'est facile de se perdre là-dedans. C'est très précis, c'est très technique. Donc, on veut s'assurer que les architectes ont déjà fait des casernes, ont déjà été confrontés aux enjeux pour réalité qui sont nécessaires pour construire une caserne. Donc, évidemment, le groupe Leclerc, quand on a évalué leur candidature, avait un très bon CV en la matière. Donc, c'est eux qui ont fait la caserne de Sainte-Julie, Saint-Hilaire, Brossard. Ils sont actuellement en train de faire les plans pour la caserne de Varennes. Ils sont également en train de faire les plans pour la caserne de Saint-Roch, la mise à niveau de la caserne de Saint-Roch sur Richelieu, nos voisins. Donc, nos deux voisins ont également demandé les services de Groupe Leclerc Architecte et Design. Donc, on est en de bonnes mains, point de vue architecture, je vous le confirme. Pluritech Ingénieur Conseil, qui est une firme son siège social est à Trois-Rivières. Ils ont plusieurs bureaux, c'est quand même une grosse firme. Bureaux à Shawinigan, Victoriaville, Drummondville, Thetford Mines, Québec. Eux également ont travaillé sur des projets de réalisation de casernes, dont la ville de Québec, Shawinigan, travaille actuellement sur la caserne de Belleuil et la caserne de Saint-Basile. Donc, on a travaillé fort déjà depuis le début de l'année avec ces deux firmes-là. Et la collaboration qu'on a avec les chargés de projet, là, c'est très agréable. Effectivement, ils ont une très bonne compréhension du projet où on s'en va. Vous l'avez vu à l'entrée, pour les gens qui vont regarder la rediffusion, vous allez les voir à l'instant, mais la réalisation des plans et devis jusqu'à maintenant, c'est ce que pourrait avoir l'air la caserne. Je dis jusqu'à maintenant parce qu'on est à l'étape préliminaire pour la construction des plans. Les élévations que vous voyez là vont ressembler à 95% à ce qui est là. Par contre, est-ce que c'est les plans finaux? Non, ce n'est pas les évaluations finaux. On est en élaboration actuellement de réalisation des plans et devis.
Donc, c'est pour ça que la caserne risque fortement de ressembler à ce que vous voyez là, à peut-être quelques exceptions près, mais règle générale, c'est ce que vous allez voir sur le site que je vous ai présenté tout à l'heure. Une autre question qui nous a été posée, ça va faire du bien que je prenne une pause de parler, ça arrive à point. Une autre question qui nous a été posée, c'est concernant le cadre financier. C'était inévitable qu'on voulait parler de tout ça. Donc, la question qu'on a reçue par courriel avant la rencontre était c'est quoi les impacts là, d'un projet comme ça pour la ville de Contrecœur? Et évidemment, je ne suis pas le spécialiste de tout ça. J'ai ma collègue Amélie Champigny qui est présente et qui va pouvoir vous adresser quelques mots sur le sujet. Amélie, je te demanderais de suivre l'exemple de Bruno. Il parle très près du micro, puis c'est excellent. Okay. Donc, parle le plus près possible du micro, des deux micros, là. Ça va être parfait. Merci. Vous me ferez signe s'il y a quelque chose. Donc, pour ce qui est du cadre financier, voici sommairement comment se répartissent les dépenses prévisionnelles pour le projet. Donc, 1 050 000 en honoraires professionnels d'architectes, ingénieurs, les autres professionnels pour les plans et devis, la surveillance des travaux, les analyses, les tests de sol, les laboratoires. Donc, bref, tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que le projet soit bien réalisé. Comme l'a dit Bruno, là, les professionnels sont déjà identifiés par suite d'appels d'offres publics. Ensuite, nous avons une estimation des travaux de construction par la firme d'architectes pour un montant de 11 568 679. Finalement, nous estimons des frais de financement et autres dépenses liées au projet pour un montant de 558 064. De ce montant, nous soustrayons le montant de 3,9 millions de subventions pour laquelle nous sommes présélectionnés. Je crois que c'est le point d'après. Bruno va pouvoir vous en parler. Ça donne donc un total d'emprunt pour le projet de 9 276 743. Pour le taux d'intérêt, il faut souligner que la Ville et les citoyens ont bénéficié d'un taux d'intérêt très bas durant plusieurs années. On a même eu du 0,7 % d'intérêt durant la pandémie. Maintenant, le taux qui est effectif présentement dans le milieu municipal est plutôt autour de 4 %. Les taux d'intérêt sont fixes via le ministère pour 5 ans. Donc, si on prend tout ça ensemble, puis on prend un emprunt sur 25 ans, ça donne un paiement annuel estimé en capital et intérêt de 593 800. Donc, ça, c'est l'impact sur le budget. On a eu une question pour l'impact sur le compte de taxes. En fait, l'impact sur le compte de taxes, ce n'est pas un lien direct de cause à effet. Les emprunts et le compte de taxes sont liés, oui, mais pas directement proportionnels. Donc, il y a des choix du passé qui ont un impact sur le budget. Aussi, on est en processus budgétaire présentement, donc il y a des choix qui vont être faits pour moduler les revenus. Parce qu'au niveau des revenus, il y a les taxes, oui, mais ce n'est pas la seule source de revenus. Il y a les permis, les tarifs, les subventions, les tenants-lieux de taxes. Les villes ont maintenant beaucoup de pouvoir de taxation, donc on ira en chantier fiscal afin de diversifier nos sources de revenus et de tarification pour obtenir un équilibre budgétaire optimal. Nous travaillons continuellement à obtenir des subventions et la Ville dispose de plusieurs réserves et de surplus accumulés qui nous permettent une sécurité financière. L'utilisation de ces réserves font aussi partie du processus budgétaire. Donc, tout ça va être revu à l'automne. Il faut comprendre aussi que l'impact de l'emprunt ne se fait pas immédiatement. On emprunte après les travaux. Donc, il n'y aura pas d'impact en 2023. Il n'y aura pas d'impact avant 2024, en fait. Puis, d'ici 2024, il y a d'autres règlements d'emprunt qui vont se terminer, qui vont libérer des fonds budgétaires. Merci beaucoup, Amélie. Donc, Amélie a parlé, vous voyez, la subvention Prasim. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. Donc, c'est un programme de subvention qui est sous la supervision là, du MAMACH. On a reçu, le 31 mai 2022, un avis de présélection. Donc, ce que ça veut dire, c'est que
le ministère confirme que notre projet a une nécessité d'urgence d'agir et nous réserve un potentiel de 3 900 000 $. Donc, on est éligible à cette subvention-là. Ce qu'on doit faire pour obtenir cette subvention-là de manière officielle, c'est de fournir les renseignements nécessaires au ministère, ce qui est déjà en marche depuis dès qu'on a reçu au 31 mai, là, j'ai commencé à interpeller les différents. Il y a d'autres ministères que je dois interpeller, donc le ministère de la Sécurité publique, des différents documents, là, donc il y a une liste là, incroyable. Donc, je travaille déjà à tout combler ça et envoyer ça au MAMACH pour régulariser notre dossier. Une fois que le dossier est complètement régularisé, c'est là qu'il nous officialise cette subvention. Donc, présentement, c'est un état de présélection que nous avons pour un montant de 3 900 000 $. Je vais laisser la parole, vous le voyez depuis tantôt à côté de moi, on vous l'a présenté, je vous ai dit que c'était une personne que je ne pourrais pas me passer dans un projet comme celui-là. Évidemment, en tant que directeur incendie, je ne suis pas un spécialiste de construction. Par contre, je suis quelqu'un qui apprend et qui est très curieux. Donc, avoir quelqu'un comme M. Langlois à mes côtés, c'est une richesse incomparable. Je vous mets la barre haute, M. Langlois. Je vais lui laisser le soin de se présenter pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est notre consultant et c'est quoi son rôle en réalité là, pour qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, mais les étapes à venir également. Donc, M. Langlois, je vous passe la parole, je vais vous donner les micros. Le temps que Bruno déplace les 2 micros vers M. Langlois, j'invite les gens, si vous voulez, prendre un café ou un verre d'eau. On a des rafraîchissements à l'arrière, donc n'hésitez pas. M. Langlois aussi, je vous demanderai de rapprocher davantage le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, je m'appelle Marcel Langlois. J'ai 2-3 ans d'expérience à mon âge dans la construction. En fait, je suis dans le domaine depuis une 40aine d'années et j'ai été mandaté il y a une 15aine d'années par la ville de Longueuil pour développer les projets qui relevaient de l'agglomération au niveau des bâtiments. Puis l'agglomération, ça s'occupe avant tout de la police et des pompiers. Alors, les exemples qu'on a mis sur les deux pages que vous avez là du document, bon, ben, ce sont des projets dans lesquels j'ai été directement impliqué. Il y a des projets de construction neuve, il y a des projets de construction de bâtiments existants à mettre à jour. Si on regarde là, le premier du côté droit de la première diapo, le Curé-Poirier-Ouest, il y a peut-être des gens qui connaissent le coin. Il y a un centre de tennis intérieur pas très loin, là. Et peut-être que vous êtes déjà allé là. Mais c'est un bâtiment construit à différentes époques, un peu comme la caserne ici, et qui, en partie, construit en 1963, après ça, en 1978, après ça, en 1995. Et lorsque on a regardé ce projet-là avec les ingénieurs, en structure surtout, bien, chacune de ces constructions-là, comme les 2 constructions de la caserne existante, chacune de ces parties-là du bâtiment était construite avec des paramètres différents. Ce qui fait que pour uniformiser la structure de ce bâtiment-là, il a fallu dépenser au-delà d'1 million. Alors, Et pourquoi est-ce que... Puis d'ailleurs, beaucoup de gens me disaient, bien, pourquoi faire qu'on s'en va pas ailleurs avec ça? Bien, dans le cas de Longueuil, trouver un terrain de cette dimension-là pour 350 voitures de stationnement, 56 000 pieds carrés de bâtiments construits, aucune possibilité de le faire en se conformant à la couverture de risque à laquelle la Ville s'engage vis-à-vis du ministère de la Sécurité publique. Alors, c'en est un exemple, un bâtiment existant. On a eu énormément de problèmes à faire cet ajustement-là, à continuer d'opérer. Les coûts de mitigation ont été élevés. Il a fallu déplacer des services ailleurs.
de la détention, etc. Donc, c'en est un exemple. Celui de gauche, ça, c'est plus facile. C'est un bâtiment coquille que la Ville a acheté, qui venait d'être construit, sans aménagement. Alors, dans ce cas-là, c'était plus facile. Il a quand même fallu mettre à jour la structure pour répondre aux critères d'un bâtiment de sécurité publique. Ensuite de ça, vous avez la caserne et la caserne à 11 puis le poste de police à Boucherville, sur l'avenue du Parc. Là également, des travaux à faire localement. Pourquoi c'est resté là? Bon, bien, dans les ententes politiques, le maire de Boucherville voulait garder un poste de police à Boucherville. Alors, c'est devenu un centre de formation pour la police. Puis, évidemment, il voulait garder sa caserne d'incendie. Alors, la caserne d'incendie, il a fallu, là aussi, mettre à jour les résistances parasismiques et donc faire des travaux de structure pour que ce bâtiment-là puisse continuer de fonctionner et servir les citoyens. La même chose pour le poste de police de rue Lecky, un ancien bâtiment près de l'aéroport de Saint-Hubert, bâti par les forces militaires canadiennes en béton en 1944 ou quelque chose comme, et dont la construction en béton est très solide. Mais il n'y a pas un ingénieur qui est prêt à signer que c'est assez solide pour résister aux normes d'aujourd'hui. Donc, on sait que c'est solide, il faudrait faire des tests, il faudrait décomposer, beaucoup encore là. Il y a eu beaucoup d'exercices de travail, de fait. Et quand on fait ces travaux-là dans de l'existant, puis qu'on creuse, bien, on a des découvertes. M. Isabelle y a fait mention. Donc, ça peut être au niveau des égouts qui ne passaient pas à bonne place, ça peut être au niveau de la structure elle-même, des fondations, des parties de fondation en moellon qui ne sont pas en béton, etc. Donc, beaucoup d'éléments qu'il faut corriger. Alors, ça pousse évidemment à ce qu'on voit à la page suivante, caserne 12, caserne 34, caserne 41 et caserne 44 à Longueuil, toutes des nouvelles casernes. Toutes des nouvelles casernes. Dans le schéma de couverture de risque, la Ville s'était engagée en 2009, 2010 à faire 4 nouvelles casernes pour assurer sa couverture de risque dans l'agglomération, évidemment. Longueuil Centre, c'est la Ville qui mène les projets pour l'ensemble des agglomérations, en tout cas jusqu'à tout récemment où il y a eu une entente à l'effet contraire. Mais ce sont des nouvelles casernes construites selon les normes d'aujourd'hui. Les inconnus dans ces conditions-là sont beaucoup moins grands. Dans les projets qu'on voyait déjà construits, les contingences, 10, 12 15 dans certains cas, avec ce qu'on découvre. Donc, il faut ajuster les budgets, faire autoriser des dépenses additionnelles. Dans les nouvelles casernes, 3,5 Quand on a quelques découvertes, les découvertes dans ce cas-là sont dans le sol. Donc, alors, j'appuie la démarche jusque-là de M. Isabelle, de la Ville, du Conseil, d'aller vers une nouvelle construction pour un projet qui va servir pour les 75-100 prochaines années. Merci beaucoup, M. Langlois. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup d'expérience. Ah, ben oui, excusez-moi. Donc, est-ce que tu veux qu'on passe au prochain détail? Oui, allons-y. Donc, évidemment, un projet comme celui-là, avant de pouvoir passer à la première pelletée de terre, il y a différentes étapes dans le monde municipal. La première a été justement de donner un avis de motion à la dernière séance du conseil municipal. Et pour nous parler des prochaines étapes, je vous présente notre directeur général, M. Thierry Larrivé. Merci Sylvain. Avant ça, tu me permettras de remercier M. Langlois, Amélie aussi d'avoir accepté d'être avec nous ce soir pour expliquer tout le cadre financier. Puis Bruno, tout le travail qui a été fait là-dedans, la passion qui visiblement t'anime, mais surtout la rigueur qui a été mise dans l'élaboration de ce projet-là, ça m'apparaît rassurant pour justement ces prochaines étapes-là, dont je vais vous parler très brièvement avant qu'on passe à la période de questions. Donc, la prochaine étape, c'est à la séance du 4 octobre prochain pour l'adoption du règlement d'emprunt qui a été annoncé à la séance précédente là, de septembre.
Ça va déclencher le processus habituel d'avis public et les procédures qui viennent avec pour permettre aux gens qui le souhaiteraient de s'exprimer. Bruno en a parlé tantôt, on n'est pas, les plans et devis pour la construction ne sont pas terminés, donc on va se diriger vers ça. En parallèle, le MAMACH va recevoir notre demande concernant le règlement d'emprunt et éventuellement l'accepter. Et par la suite, si tout va bien, bien, on parle d'une réalisation du projet un peu avant 2023. Un peu avant 2023 pour commencer la construction. Moi, je m'arrête ici. Je repasse la parole à Sylvain pour la période de questions. Oui, et juste avant de passer à la période de questions, Bruno peut quand même parler des différents intervenants qui ont travaillé sur ce projet. Oui, exact. C'est correct, vous m'entendez bien. Une caserne de pompiers, c'est un investissement qui est important, qui doit être au service de la population pour plusieurs années. C'est un engagement pour la sécurité et le bien-être des citoyens. Puis pour ces raisons-là, il faut s'assurer de bien le concevoir pour qu'il soit bien intégré dans la communauté et qu'il soit fonctionnel. Je pense que qu'est-ce qu'on vous a démontré ce soir, c'est qu'on s'est assuré justement qu'il soit bien sur les rails, ce projet-là. Et ce que je voulais dire tout à l'heure avec M. Langlois, qui m'appuie là-dedans. Donc vous voyez un bagage très significatif dans la réalisation des bâtiments de sécurité publique. Donc c'est un atout incroyable pour notre équipe de travail. Donc, je suis très content de le compter parmi nous. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir pris le temps d'écouter. Je sais que je parle beaucoup. J'essayais de vous donner le maximum d'informations, mais en même temps, je viens de vous résumer en 1 heure. Je vous ai résumé 2 ans de travail. Donc, j'aurais pu vous en parler encore pas mal plus longtemps. Monsieur Larrivée vous en a parlé. Je m'investis énormément dans ce projet-là. J'y tiens à cœur. Et je souhaite le mieux pour ce projet-là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir écouter ça. Ça fait longtemps que j'avais hâte de pouvoir en parler à d'autres gens que juste les membres de l'organisation municipale. Donc, je suis content qu'il y ait des gens qui se soient présentés pour venir écouter tout ça. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je vais laisser... excusez-moi, c'est plus ça que je voulais faire. Je vais laisser Sylvain vous parler dans quelques instants comment ça fonctionne, la période de questions. Par contre, je vais prendre un petit 2 minutes et après ça, je vous laisse le micro pour remercier les gens qui ont participé avec moi depuis le début du projet et qui en ce moment ne repasseront pas dans le projet. Donc, Mme Caroline Dénommé, architecte, qui a réalisé qui était la première professionnelle que j'ai eue en contact pour la réalisation du plan fonctionnel. Caroline a fait un travail extraordinaire. Sa firme d'architecture, Caroline Dénommé, architecte, m'a appuyé énormément, était à l'écoute de tous nos besoins, a fait vraiment un travail extraordinaire avec nous pour la réalisation du PFT et je la remercie grandement de tout ça. La firme d'ingénierie et Phoenix Innov également qui était avec eux nous ont donné un support vraiment important pour la réalisation du plan fonctionnel et technique. C'est pas avec eux qu'on continue l'aventure pour la réalisation des plans et devis. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils ont fait leur portion de travail, ils l'ont fait vraiment bien et on est très fiers de tout ça. Monsieur Marcel Fafard également, qui est un consultant qui a travaillé avec nous en termes de gestion de sol. Donc, on a eu affaire à ses services et également a été d'une aide incontestée dans ce projet-là. L'ensemble des partenaires actuels de la ville, j'ai affaire, évidemment, ça touche toutes les sphères, donc autant les élus que les employés réguliers de la ville. Donc, je vous l'avais dit, je suis quelqu'un qui tient à cœur ce projet-là, donc j'étalonne régulièrement avec mes questions pour être sûr qu'on va au fond des choses. Donc, je les remercie grandement de m'appuyer là-dedans, c'est très, très agréable. La ville de Varennes. La ville de Varennes avec Mme Caroline Gagnon, Serge... voyons, j'ai un blanc, c'est mon collègue. Donc, Serge, directeur du service incendie, mais qui écoute la chose, il va me rappeler, c'est sûr. Le monde de l'incendie est-elle quel? Serge Beauregard, voilà, c'est revenu. Donc, directeur du service incendie. Ils sont en projet également
depuis le début, on se suit dans nos processus de réalisation du projet de réalisation de caserne. Ils sont pratiquement à la même étape que nous. Ils ont le même architecte en plus. On a su ça au début de l'année qu'il y avait le même architecte que nous. Donc, Caroline Gagnon, qui est la chargée de projet du côté de Varennes, me donne un coup de main vraiment important également. Donc, c'est le fun de voir l'entraide entre les villes qu'on peut avoir. Le service incendie de l'agglomération de Longueuil, qui m'a donné également un bon coup de main là, avec toute la portion décontamination. Donc, sans ces gens-là, sans les acteurs qui nous entourent à la ville, jamais on aurait été en mesure de vous présenter un projet comme il est là. Je vous le dis, je suis très fier de ce projet-là. C'est un projet qui est très solide, qui est sur les rails et qui va continuer de bien aller, j'en suis persuadé. En tout cas, je vais tout mettre les efforts nécessaires pour que ça soit le cas. Maintenant, je me mets sur mute et je te laisse la parole, M. Latour. Je ne resterai pas longtemps sur mute. Je vais répondre à plusieurs questions. Donc, on inviterait les citoyens qui se sont déplacés ce soir. Ben oui, allez-y. Donc, bonjour. Parlez près du micro. Oui. Ça va être plus facile. J'ai une belle voix, tant. Donc, on vous invite à peut-être vous nommer tout d'abord. OK. Après ça, vous posez votre question et ça en suivra la réponse. OK. Denis Labbé. Bonjour, M. Labbé. Je pose des questions. Bien, aucun problème. Pourriez-vous remercier vos collègues de travail, les pompiers? Il y a un monsieur ici qui me dit que ça fait 54 ans qu'il travaille comme pompier. C'est quand même pas n'importe qui fait ce job-là. Fini avec cette partie-là. J'ai une question bien précise. Oui. Comment vous faites pour dire que ça va coûter 11 millions quand vous ne savez pas les plans finaux? Normalement, ça fait pas... Ça n'arrive pas, ça ne marchera pas, non? Vous avez parlé d'11 600 000. Les plans ne sont pas finis. 5 % qui restait, c'est 1 million de plus. Je peux vous répondre à la question. Dans le fond, à l'étape où on est, quand je vous dis que le projet n'est pas finalisé, la préparation budgétaire, c'est une préparation qui est hyper rigoureuse. Donc, les professionnels sont régis par différentes réglementations, pas réglementations, mais procédures pour arriver à des estimés en l'étape préliminaire où on en est, qui sont relativement près de la réalité que le produit final vont être là. Donc, le projet actuel est assez défini pour être en mesure d'avoir des surprises, comme vous dites, de 1,5 million parce qu'on n'a pas évalué le concept adéquatement du bâtiment. Ça n'arrivera pas à l'étape où on est présentement. On est rendu assez loin pour éviter ce que vous dites là. Et par contre, la fluctuation du marché, ça, on ne peut pas le contrôler. Mais en termes de... On construit le bâtiment aujourd'hui avec qu'est-ce qu'on a là, c'est le bon montant. C'est assez précis pour ça. Je ne mettais pas en doute votre compétence d'avoir fait tout le projet, l'avoir évalué. J'ai écouté ce que vous disiez, un peu long, mais tous les détails sont là. Vous avez tout vérifié. Oui. J'ai pas de trouble avec ça. C'est que je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des architectes et des ingénieurs. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie avec eux autres. Ça n'arrive jamais, ça, non. Ils ont tout le temps des dépassements de coûts, ils ont tout le temps des délais. Ça n'arrive jamais à date. Et pendant ce temps-là, vous travaillez avec des inconvénients. La caserne n'est pas conforme. Vous avez des problèmes avec ça. C'est votre vie qui vous met en danger, pas la mienne. Moi, on va sortir s'il y a un incendie, vous rentrez. J'ai jamais compris pourquoi. Là. Mais c'était juste ça. Ça veut dire qu'il y a des dépassements de coûts, puis si on dépasse déjà avec 5 % avec 1 million quelques, plus les autres, ça va augmenter. Fait que sur le compte de taxes, on ne sait pas toujours comment que ça va coûter. Ça va coûter encore plus cher. C'était juste ça, mon truc. Mais je vous rassure, je suis d'accord avec vous. Je vous rassure là-dessus. M. Langlois et moi, on est des bons surveillants du processus. Je vous le dis, on a déjà, même dans le processus actuel, discuter avec les professionnels, autant quand c'était le temps du plan fonctionnel et technique qu'à la phase préliminaire qu'on est présentement. Dès qu'on voit une irrégularité, j'ai la chance, avec M. Langlois, d'avoir qui a fait plusieurs projets de caserne, d'être en mesure de cibler ces éléments-là, de dire je pense qu'on pourrait faire autrement, il y a une solution moins coûteuse, ou ainsi de suite. Donc, on est très impliqué directement dans le processus. Ce n'est pas un mandat qu'on a laissé aux ingénieurs et à l'architecte et on carte blanche là-dedans. Au contraire, on est très, très, très mainmise sur le projet et on suit ça de très près. En ce moment, le processus normal d'évaluation de coûts, ainsi de suite, on est directement dans les processus normaux de tout ça. Là. Donc, je vous rassure, on suit ça de très, très près. Je ne me prends en doute votre compétence, c'est à cause que j'en connais qui vont chialer
plus tard. Pour satisfaire ma curiosité et empêcher quelqu'un de chialer, monsieur, excusez-moi, quelle est votre formation? Moi, architecture et finance. OK, c'est juste pour empêcher quelqu'un de chialer plus tard. On se comprend, nous autres. Alors, et je ne sais pas si vous êtes familier avec la méthode uniformate d'estimation des coûts de construction. Non, je n'ai pas fait de bâtiment commercial, mais j'ai bâti une maison avec une femme, puis je vous jure que ça coûte cher une cuisine. Oh oui, il n'y a pas de doute. Simplement pour expliquer, uniformate est à 4 niveaux. Alors, quand on commence un projet, puis qu'on a juste une idée de ce que ça pourrait être, j'ai un projet présentement, ma caserne a fait 10 000 pieds carrés. Si j'en fais un autre de 10 000 pieds carrés, aujourd'hui, ça va coûter combien? Alors ça, c'est uniformate niveau 1. Oui. Uniformate niveau 1, on est à niveau à plus ou moins 30 OK. Présentement, le budget est établi sur uniformate niveau 4. Niveau 4, ça veut dire que les professionnels ont estimé, même si les plans ne sont pas terminés, ils ont estimé les quantités de matériaux, béton, pierre, finition, architecture, etc., etc. Et donc, ils arrivent avec des prix unitaires qui nous disent, dans le marché actuel, c'est ça qu'on a. Oui. Ah, donc, alors, est-ce que le marché actuel va s'ajuster vers la baisse? C'est ce que nous prédit Statistique Canada. Il y a déjà de la baisse dans les indices, et pas dans l'IPC, mais dans les indices de coûts de construction, il y a déjà une baisse de certains matériaux. Dans certains matériaux qu'on constate. Donc, alors, mais vous avez raison, il y a toujours un risque. Non, oui, je suis d'accord. Regardez, c'était pas ça que ma question pour vous, c'était juste pour empêcher quelqu'un de chialer le cap, pour avoir votre compétence. Je ne mets pas en doute les compétences de personne, je ne suis pas capable de faire votre job, ni un ni l'autre. J'ai une question technique, par exemple, à poser à qui est-ce qui va la répondre, n'importe qui. Vous avez parlé avec la nouvelle caserne de pompiers, où ce qu'elle va être bâtie. En passant, je suis le premier à dire qu'il faut que votre caserne soit rénovée, là, ou refaite au complet. Je l'ai dit souvent. Il y a une traque de chemin de fer. Moi, j'habite sur la rue Jacques. Pas bien loin, là. Regardez, je n'ai pas la boussole dans ma tête, ça va où est-ce qu'elle est, la rue Jacques, ou par là-bas. Vous allez être là-bas. Il y a un train qui passe. Je peux bien croire que les pompiers, vous êtes importants, vous allez passer, vous coupez la circulation. Essayez ça avec un train, vous allez avoir du plaisir. Je vous confirme que je ne l'essayerai pas. Mais, je ne vais pas vous faire de peine. Non, vous allez passer par la sortie 117, puis le train s'en va là, lui aussi. Ouais. Comment vous allez vous y prendre? Vous en venez de ce côté-ci de la traque? Bien, si on regarde la situation projetée avec la nouvelle construction versus la situation actuelle, on vit exactement la même problématique. Là. Donc, si on veut aller en ce moment, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, bien, l'argument que vous soulevez est aussi bon pour les citoyens qui sont de chacun des côtés. Historiquement, là, j'ai consulté justement, vous avez fait mention de nos gens qui sont ici depuis un certain temps pour le service incendie. Donc, on a consulté, on n'a jamais été pris à attendre sur le bord d'un train pour passer avec les véhicules. Si c'est le cas, c'est quelques minutes et pas plusieurs minutes. Donc, on a la chance ici d'être une fin de ligne. Donc, les seuls wagons qui se rendent, c'est ceux qui se rendent, ils appellent ça le sub-Sorel. Donc, le seul wagon qui se rend, c'est pour alimenter les usines ou les industries du côté de Sorel-Tracy. Donc, les trains ne sont pas aussi longs que quand ils passent à Varennes, à Boucherville ou encore pire Saint-Lambert, que là, c'est énormément des trains qui sont longs et qui peuvent durer, que les intersections sont bloquées pendant plusieurs minutes. Donc, ici, historiquement, c'est jamais arrivé. Par contre, on est un service d'urgence, il faut être prêt à tout. Donc, si ça arrive, c'est quoi qu'on fait? Actuellement, on a plusieurs passages à niveau qui nous permettent de passer d'un bord puis de l'autre. Donc, évidemment, quand on répond à un appel d'urgence, nos véhicules, on est munis d'un radio de communication. Le premier véhicule qui constate que la voie est bloquée et qu'elle pourrait l'être pour un certain temps, bien, ce qu'il fait, c'est qu'elle avise évidemment les autres véhicules qui vont s'en venir de prendre un chemin alternatif où elle va pouvoir dire, mais je vais être bloqué pour un certain temps, mais je vois la fin du train qui s'en vient, donc on va pouvoir passer, on va attendre, continuer votre route. Donc ça, c'est les possibilités. Quand ils sont là, bien, ils évaluent le train, il s'en va dans quelle direction. On va essayer d'aller toujours rejoindre la queue du train et non d'aller plus vite que le train pour passer avant lui. Donc, on va regarder la direction du train, elle va être où, puis on va viser la queue du train, le passage à niveau qui est le plus près, en lien avec cette direction-là. Donc, c'est les techniques qu'on va utiliser.
C'est jamais arrivé qu'il y ait de trains aussi longs que comme mes collègues de Varennes peuvent avoir ou les collègues de Boucherville avec l'agglomération de Longueuil. On n'a pas ce type de train-là ici. Donc, qu'on reste pris longtemps, là, c'est vraiment peu probable. Mais si ça arrive, c'est ce qu'on aurait à faire. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut pas maintenir 2 installations, une de chaque côté de la voie ferrée. Ça serait pas, logistiquement, ça serait impensable de faire ça. Et les coûts également pour une situation exceptionnelle. Vous le dites, depuis 1964, la caserne est là et on n'a jamais vécu cette problématique-là. Donc, si elle arrive, par contre, soyez rassurés, comme je viens de vous l'expliquer, on a des techniques là, pour être en mesure de diminuer les impacts de tout ça. Si, exemple, le train est arrêté, immobilisé, on ne peut pas passer, j'ai toujours la possibilité d'appeler des villes d'entraide qui se trouvent sur l'autre côté du chemin de fer pour être en mesure de venir nous assister si jamais cette situation d'exception arrivait. Donc, on a un pompier, c'est une solution après un autre, donc il faut toujours voir, avoir un plan B, C, D, Z. Donc, c'est effectivement le cas. Donc, pour la nouvelle construction, qu'on soit de l'autre côté au lieu d'en ce moment, ça ne changera rien pour nous. Oui, Maud? Oui. Oui. Exact. Là, dans le fond, nous, on se doit de répondre. Dans le fond, quand je vous disais que on n'improvise pas, mais le schéma de couverture de risque me dit que je dois envoyer tant de pompiers en tant de minutes pour tel type de bâtiment. Donc, exemple concret, un bungalow. Pour la période de soir, je dois envoyer 10 pompiers en 15 minutes sur les lieux de l'intervention pour un feu de bâtiment dans un bungalow. Donc, toutes ces choses-là, je dois mettre, peu importe, les gens ne disent pas comment je dois le faire. Ils me disent, le résultat à atteindre, c'est ça. Donc, moi, avec ma réalité de l'organisation, je dois m'assurer de mettre en œuvre les techniques pour arriver là. Donc, évidemment, quand on doit passer des chemins de fer, bien, on prend en considération toutes ces possibilités-là également. Est-ce que ça répond à votre question? Jusque-là, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions? J'en ai d'autres, moi, j'en ai plein. J'ai une personne que j'ai connue il y a bien des années. Il était pompier au Grand Prix de Montréal, sur l'île Sainte-Hélène. Pompiers, là-dessus, eux autres, avec les autos, c'est pas le même genre d'incendie que vous maîtrisez. Et ils m'ont tout le temps dit, quand il y a un incendie, au lieu que les pompiers volontaires s'en aillent à la caserne, que le camion les attende qui arrive, ils s'en allaient avec le camion, puis les pompiers volontaires s'en allaient suivre le camion. Pourquoi qu'ici, il faut qu'ils s'en aillent à la caserne? J'aimerais avoir des réponses techniques, là, sans passer ou déranger pendant des heures. Là. Non, la réponse est relativement simple. Pour arriver sur une intervention, ça prend un minimum de 4 pompiers pour être en mesure d'intervenir normalement. Et si, exemple, les pompiers s'en vont directement sur les lieux d'intervention, mais ils arrivent avec leur habit de combat, mais aucun équipement incendie. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire sur les lieux de l'intervention? Même s'il n'y a pas de camion incendie, bien, ils vont vouloir s'exposer, ils vont vouloir aider les citoyens, ils vont vouloir se mettre dans le trouble avant même d'avoir l'équipement nécessaire. C'est prouvé que si on arrive dans les fameux temps de réponse, comme Mme Allaire nous mentionne, avec une force de frappe, donc un nombre de pompiers dans un temps donné, sur les lieux, avec les équipements nécessaires pour faire l'intervention, c'est prouvé qu'on va être beaucoup plus efficace et qu'on va être en mesure de neutraliser la situation le plus rapidement possible. Donc, c'est pour cette raison-là que nous, on privilégie l'arrivée des pompiers à la caserne et on est chanceux, vu et justement la caserne est implantée tellement près des quartiers résidentiels que le temps que les pompiers arrivent à la caserne pour se mobiliser et partir est très rapide. On entend souvent les centrales de 911 nous dire contre-cœurs sont rapides pour répondre parce qu'on est chanceux, on a des gens qui restent vraiment à proximité de la caserne. Donc, ça fait que les premiers véhicules qui partent avec 6 pompiers à bord décollent rapidement de la caserne. Donc, c'est une des raisons pourquoi on ne demande pas aux pompiers de se rendre directement sur les lieux. C'est en grosse partie pour assurer leur sécurité à eux. OK. C'est une question très personnelle, je veux savoir pourquoi. J'adore apprendre. Aucun problème. Vos architectes, est-ce qu'ils ont pensé au système informatique dans votre nouvelle caserne? Bien, évidemment, oui? Évidemment, ça fait partie du projet. Oui, effectivement, c'est toute la firme ingénierie, mais les professionnels qu'on a mandatés, dans les besoins, la liste de tous les besoins en informatique, en technologie, tout est documenté. J'ai passé 30 ans en informatique, en gestion des serveurs, monter les salles de serveurs. Et jusqu'à date, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir à le planifier comme du monde.
On va suivre de près nos professionnels, mais j'ai confiance en eux. S'il y a de quoi, madame, elle va vous donner mon numéro, m'appellerai. J'irai m'amuser. J'en ai bâti des salles. C'est noté. Ça vous tente. C'est bon. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions. C'est très apprécié. Merci beaucoup, M. Lévy. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, les gens un peu plus loin dans la salle, là, allez-y. Le micro est disponible. On est entre nous. Vous pouvez poser des questions. Nos intervenants sont là pour ça. Donc, allez-y, si ça vous tente. Sinon, on va passer à... En attendant que vous réfléchissez à une question, j'ai une question qui nous avait été soulevée via le site, dans le fond, via un courriel qu'on avait reçu. Je crois avoir répondu via la présentation, mais je veux être certain que la personne sache qu'on a pris en considération sa question. Donc, c'était sur est-ce qu'il y a réellement urgence de faire les travaux, étant donné les coûts et la réalité du marché. Donc, je crois que je vous ai démontré que la réalité qu'on vit à la caserne au quotidien avec les enjeux de santé et sécurité, que oui, il y a une urgence de faire les travaux et que de reporter ça et que ce n'est pas un projet qui vient d'arriver dans les airs là, depuis 2012 qu'on réfléchit, mais depuis les dernières années, à tout de moins 2017-2018, que ça devienne de plus en plus concret qu'il y a une nécessité de faire ça. Donc, depuis 2020 qu'on travaille déjà ce projet-là, c'est des projets qui sont excessivement longs à se réaliser, ça s'étire dans le temps. Donc, oui, c'est important de continuer d'aller de l'avant avec ce projet-là, malgré la situation qu'on vit là. Et on se fait un devoir, moi et M. Langlois, de diminuer au maximum les impacts de la réalité du marché auquel on fait face actuellement. Voilà, c'était la question que j'avais reçue. Vous commencez en 2023. Ça va être fini quand? Parce que je vais aller la visiter. Ça va me faire plaisir de faire une porte ouverte. Ne vous inquiétez pas. Exact. Je vais être là. Mais le souhait, c'est que tout dépendamment, le processus d'appel d'offres pour la construction au courant de 2023, et là, c'est l'acquisition des matériaux. Donc, le marché pour les matériaux, c'est très variable en ce moment. Donc, la structure, ça peut prendre un certain temps à juste livrer la structure. Donc, on souhaite une construction et une ouverture en 2024. En 2024? Ah, ben c'est pas long. Je pensais que ça aurait pris 2 ans à bâtir. C'est ça, on souhaite que ça soit comme ça. Oui. Bon, si vous construisez de quoi en janvier, vous allez avoir froid un peu. Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci pour votre compétence, M. et Mesdames. Merci beaucoup. Les gens aussi qui auraient des questions, nos intervenants vont être disponibles, les membres du conseil aussi par la suite. Si vous voulez prendre un café avec eux, ils vont pouvoir répondre sans aucun problème à vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés ce soir. Je remercie nos intervenants, M. Langlois, merci beaucoup. Bruno, évidemment, c'était très, très clair et très, très détaillé, très poussé, très fouillé comme présentation. Mme la mairesse aussi. Également, Amélie Champigny, notre trésorière. Thierry Lerville, notre directeur général. Chers membres du conseil municipal, merci beaucoup de votre présence. Et puis, peut-être je peux indiquer puis ajouter ceci, c'est que ce soir, c'est une séance d'information publique qui est un choix du conseil municipal de présenter, de la réaliser, de la faire ce soir. Ce n'est pas dans le cadre réglementaire. Et justement, parce qu'on a jugé, les membres du conseil ont jugé que c'est une séance importante parce que c'est un projet extrêmement important pour la ville de Contrecœur au niveau de la sécurité et au niveau de l'impact aussi sur son budget. Donc, c'est la raison pour laquelle on se retrouve ici ce soir. Et je vous remercie justement de vous être déplacés. Merci et passez une belle fin de soirée.